L'engouement actuel pour la compétence universelle, je pense qu'il vient en fait d'une réalisation, de la réalisation peut-être de la limitation en fait des institutions internationales pour juger les crimes internationaux. La Cour pénale internationale n'est pas, on le sait bien, compétente pour juger toutes les situations. Pas tous les États ont signé, ont ratifié le statut de Rome. Les tribunaux ad hoc existent, mais seulement pour juger une situation particulière. Et dans tous les cas, ces mécanismes internationaux sont pour la plupart dirigés pour juger en fait ce qu'on appelle les plus hauts responsables. Donc il y a vraiment encore une niche en fait d'impunité qui demeure même avec l'existence de ces institutions internationales. Et en fait aussi, on s'est rendu compte que justement ces mécanismes coûtent beaucoup d'argent et ça prend aussi beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'avec les dossiers en fait nationaux, ça va beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est un mécanisme aussi qui va sûrement perdurer en fait. Et on voit très bien que ça se développe ces dernières années, qu'il y a beaucoup plus d'organisations qui vont saisir les autorités nationales pour justement pouvoir poursuivre ces crimes internationaux. Et on voit aussi également qu'il y a maintenant aussi des institutions onisiennes qui se tournent vers la compétence universelle. On va parler maintenant peut-être du mécanisme spécial d'enquête pour la Syrie, qui documente, qui va justement collecter ces informations et qui va ensuite aussi créer des dossiers pour être transmis aux autorités nationales. C'est, je pense, aussi quelque chose qui va perdurer parce qu'il y a aussi vraiment aussi le développement, une professionnalisation, en fait, même au niveau national, avec la création des unités d'enquête spécialisées pour les crimes internationaux. Et même maintenant, on a aussi un développement de ce qu'on appelle d'enquête structurelle. Différents pays européens qui vont commencer à coopérer ensemble. Il y a des échanges au niveau de ces unités avec le Genocide Network, où ces unités vont se rencontrer de façon régulière, 2 fois par an, et échanger sur des situations extraterritoriales. Et je pense vraiment aussi, il ne faut pas voir ça comme une contradiction en fait, entre le mécanisme international et les mécanismes nationaux, puisque la Cour pénale en elle-même prévoit cette complémentarité positive. Les États sont les premiers responsables pour la poursuite des crimes internationaux, et c'est d'un côté leur redonner le bébé, faire en sorte qu'ils prennent leurs responsabilités, même si ce sont des crimes qui ont été commis ailleurs, c'est que ça reste quand même à l'État, c'est l'État qui a la première responsabilité pour juger ces crimes. Les conséquences et l'impact, en fait, je pense qu'il faut vraiment parler d'impact des procès extraterritoriaux au Libéria ont été très importants et incroyables. Donc on va parler du dernier jugement, le jugement Kochia qui a eu lieu cette année. C'est quand même le premier jugement qui reconnaît les crimes de guerre qui ont été commis au Libéria. Donc je vais revenir, peut-être donner un peu d'informations contextuelles. Au Libéria, il y a eu 2 guerres civiles qui ont vraiment ravagé le pays. Il y a eu une commission Vérité-Réconciliation qui a issu un rapport en 2009 qui recommandait justement que certaines personnes soient poursuivies pour les crimes commis, recommandait l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre, mais rien n'a été fait. Donc pendant toutes ces années, les Libériens ont vécu, il y avait toujours ce désir de justice au niveau national, mais un peu l'idée que ce n'est quelque chose qui n'est pas possible. Et on a vu en fait dès les premières arrestations qu'on a eues avec nos dossiers extraterritoriaux en Europe, on a vu une discussion qui a commencé à se rouvrir au Libéria. La question de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des jugements où il y a des choses qui se passent à l'étranger, pourquoi pas chez nous? Il y a eu des talk shows qui ont commencé à rediscuter la question de l'impunité au Libéria. Et je pense que le plus gros impact qu'il y a eu, c'est l'impact du procès Jungle Jabba aux États-Unis. Donc ça a été la première fois où vraiment il y a eu des Libériens qui ont pu témoigner dans un procès, même si c'était un procès d'immigration. Et ce procès a été suivi et relayé au Libéria. Et on a vraiment vu là une explosion en fait. Et avec une marche de Libériens après en 2018 demandant l'établissement d'un tribunal au Libéria.
Et on a vu un peu aussi, nous, avec notre organisation, qui sommes sur le terrain, on a vu aussi un changement dans l'attitude des gens. Donc pendant longtemps, la documentation des crimes au Libéria était difficile, les gens avaient peur. Et là, la peur a changé de camp. Et on voit vraiment que c'est maintenant les auteurs des crimes, qui sont certains toujours au pouvoir, qui commencent à avoir des positions différentes. Les victimes, les survivants commencent à parler et à être vraiment beaucoup plus vocaux. Donc, d'un côté, l'impact de ces procès extraterritoriaux a été de rappeler au Libéria qu'une justice nationale est désirable et est possible. Pour l'établissement d'un tribunal pour juger les crimes internationaux commis au Libéria, il y a encore du chemin à faire, mais on vient aussi de loin. Donc là aussi, je vais parler un petit peu du contexte. Donc, comme j'ai mentionné, il y a eu ce rapport de la vérité, de la commission Vérité-Réconciliation, mais rien n'a été fait. Et c'est vraiment avec l'impact des premiers procès extraterritoriaux, donc on a eu les Libériens qui sont descendus dans la rue, qui ont commencé à demander l'établissement d'un tribunal. Il y a eu ensuite le barreau du Libéria qui s'est aussi investi, qui a commencé à faire cette première ébauche de loi pour l'établissement d'un tribunal. Et c'est devenu tellement de plus en plus vocal, de plus en plus clair que les Libériens veulent que la question de la justice soit traitée. On a eu pour la première fois le président du Libéria, Weah, en 2019, qui est allé devant l'Assemblée générale des Nations Unies et qui a reconnu ce mouvement national pour l'établissement d'un tribunal et qui demandait un peu l'aide internationale par rapport à ça. Mais depuis, ça traîne un peu les pieds. Il y a eu des représentants, des législateurs qui soutiennent une résolution pour l'établissement d'un tribunal, mais ça s'est arrêté. Là, les dernières évolutions en fait, qu'il y a eu, c'est le Sénat qui demande l'établissement d'une commission spéciale pour évaluer, pour conseiller le président sur l'application des recommandations du rapport de la commission Vérité-Réconciliation. Et en fait, c'est un peu la création d'un mécanisme pour prendre du temps, pour gagner du temps. Et on le voit ça, mais il faut savoir aussi qu'on est dans une période assez charnière au Libéria, puisqu'il y a des élections qui arrivent. Et c'est vrai qu'on aimerait que cette question de l'établissement d'un tribunal soit sur l'agenda, soit dans les discussions, soit dans les débats. Mais il faut savoir également, il y a une réalité politique. Il y a des anciens chefs de guerre très connus, comme Prince Johnson. C'est quelqu'un qui a un rôle et encore un impact politique important au Libéria, qui est en charge d'une région Libéria qui est charnière pour pouvoir être élu au niveau présidentiel. Et donc du coup, est-ce que les débats présidentiels vont être justement sur ce sujet plutôt tenus pour être sûr qu'on gagne les voix de tout le monde, ou est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose et est-ce que les gens vont mettre ça sur l'agenda? C'est un peu la question qu'on a maintenant. Donc je pense que le momentum a grandi, mais là, c'est vrai que ces dernières années, ça s'est stoppé, mais il y a toujours quand même cette volonté de la population libérienne qui demeure et qui est là et qui parle et qui attend que le gouvernement libérien fasse quelque chose par rapport à cette question.